Cette émission est enregistrée à La Passe, librairie Atelier. Nous nous intéressons aux influences et aux sources d'inspiration de personnalités du monde culturel, que ce soit à travers des figures marquantes de notre temps, des rencontres exceptionnelles ou des mouvements sociaux qui bouleversent notre façon de voir le monde. Nous recevons aujourd'hui Yves Dagenet. Monsieur Dagenet, vous êtes comédien, clown, auteur et metteur en scène. Vous avez été auteur collectif et comédien pour plus de 70 créations théâtrales. La création Histoire de loi a notamment été présentée dans plus de 25 pays. En 1983, vous avez créé le personnage d'Aumerveilleux, avec lequel vous avez donné plus de 1000 représentations dans plus d'une vingtaine de pays. Vous avez enseigné l'art clownesque dans plusieurs institutions d'enseignement supérieur tant au Québec qu'en France. Et en 2005, vous avez fondé le Centre de recherche en art clownesque. Tout récemment, vous avez publié ce livre ici, Le Petit Auguste alphabétique, qui est finalement le premier répertoire de clowns Auguste excentriques et autres comiques. Bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, merci. On vous pose la question aujourd'hui, M. Dagenet, on s'intéresse à vos sources d'inspiration, vos influences, et on vous pose la question de qui ou de quoi êtes-vous le contemporain? Vaste question. Vaste question, parce que au départ, ça semble une évidence. Bon, moi, c'est Chaplin, on peut dire ça. C'est comme grand comique, c'est lui qui m'a inspiré beaucoup quand j'étais jeune. Mais ensuite, l'évidence tombe quand on dit, mais non, il n'y a pas juste Chaplin, il y a Louis de Funès, il y a Bourvil, il y a Olivier Guimond ici, et il y en a d'autres. Et aussi, il n'y a pas que des comiques dont je suis le contemporain. Je suis le contemporain des mouvements de masse des années 70, des mouvements populaires, des mouvements politiques, des mouvements sociaux. Ça m'a inspiré énormément aussi, tout ce qui s'est passé dans ces années-là. C'était ma jeunesse et je suis tributaire de ça. C'est la somme de tous ces événements-là. Je dirais que je suis le contemporain, en fait, de la bêtise humaine, parce que c'est de ce dont je m'inspire pour créer mes numéros. Vous l'avez dit, Chaplin est un peu un incontournable. On y revient quand même. Est-ce que vous vous rappelez votre premier contact véritable avec Chaplin? Oui, bien c'était... en fait, mon père était un fan de la comédie en général. Donc, il nous faisait regarder Chaplin à la télévision. Ça n'existait pas les cassettes vidéo à cette époque-là et tout ça. Et il profitait de chaque moment qu'il y avait un film pour dire « Asseyez-vous, c'est un grand artiste, tout ça. » Puis nous, on s'assoyait tout en ligne et on regardait ça religieusement. Et aussi, bon, les Trois Stooges, les Marx Brothers, dès qu'il y avait au Ed Sullivan Show. Donc, le Ed Sullivan Show, c'est le dimanche soir, je pense que c'est à 9 h. Nous, on était couchés, mais on ne dormait pas, parce qu'on savait que mon père était pour venir nous réveiller, pour venir nous chercher, puis venir voir, c'est un grand comique. Alors, c'était Red Skelton, c'était Jackie Gleason, dès qu'il y avait un comique, on descendait, nous. Alors, on attendait dans notre lit, on attendait qu'ils viennent nous chercher. Et donc, c'est avec tout ça que j'ai développé instinctivement, parce que le comique, c'est pas génétique. Il n'y a pas un gène qui dit t'as l'esprit comique, tout ça. C'est vraiment par imitation ou par observation que tu développes les principes, les règles. Donc, c'est pas inné, le sens du comique? Un peu, peut-être, mais c'est certainement pas génétique. C'est beaucoup par rapport à ce que tu as regardé, ce que tu as vu, ce que tu as... c'est une école, finalement. C'est la première école. Oui, et c'est de l'observation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu viens à comprendre quelle est la mécanique de la construction d'un gag. Mais instinctivement, il n'y a pas de formule mathématique pour ça. Mais à force d'en regarder, et d'ailleurs, moi, avec mes élèves, souvent, quand je les vois, ou en audition, ou pendant que je travaille avec eux, je vois le type de travail qu'ils font, comment ils construisent leur gag et tout ça. Puis je dis, qu'est-ce que tu regardais quand tu étais petit? Et effectivement, ça se confirme à ce moment-là. Bien, ils regardaient tel type de comique qui a amené tel type de rythmique comique aussi, et de construction de gag.
Et ça ne ment pas, ça. Donc, c'est pas inné, mais c'est juste une curiosité au départ pour ça. Des gens qui en voient plus que d'autres. Et finalement aussi, ben, on développe. Peut-être qu'on a dans notre personnalité une espèce d'approche dérisoire des choses. Peut-être que par rapport à d'autres qui sont plus sérieux. Moi, effectivement, je pense que je pensais toujours l'aspect dérision d'un élément ou d'une situation. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est plus instinctif, mais après, il faut développer. Vous dites d'ailleurs que l'art clownesque, ça peut paraître simple, mais finalement, c'est un art qui est très complexe. C'est très complexe parce que tous les paramètres et la base, les principes sont très différents du théâtre. Très Vous avez de une la formation comédie. de comédien au départ? Oui. Alors, j'ai vu la différence autant entre la comédie et l'approche clownesque, qui est une approche non psychologique. C'est un peu comme des enfants. Hein? En bas de 5 ans, la psychologie n'est pas encore clairement identifiée, solidifiée ou consolidée. Donc, il est très perméable à peu près tout. Et il ne juge pas. Il n'y a pas de jugement sur les choses. Il fait que regarder, qu'observer. Tu sais, les petits enfants qui leur 6 regardent, qui peuvent observer une personne pendant 10 minutes sans aucun jugement dans son œil. C'est un peu ça le clown. Alors, il faut tout défaire, tout ce que j'ai appris à l'école, en fait, dans l'approche psychologique de Stanislavski et tout ça, pour dire non, maintenant, je n'ai plus de jugement, je peux réagir. Mes émotions sont sur le moment. Ils ne sont pas en fonction d'une situation et dans des rythmiques et dans des temps logiques. C'est des temps incohérents et illogiques totalement, le clown. Alors, il faut tout se refaire une autre façon de procéder. Désapprendre. Il faut désapprendre pour réapprendre. Quand je travaille avec des comédiens et on travaille le clown, je dois leur désapprendre. Quand je travaille avec des clowns ou des gens qui n'ont pas fait d'école de théâtre, ben eux, ils ne font qu'apprendre. Ça prend définitivement beaucoup de qualités différentes pour être clown. Si on revient rapidement à Chaplin, on qualifie souvent son style comique comme étant très retenu, intelligent, donc ça prend quand même une formation d'acteur peut-être. En même temps, une danse gracieuse, donc il était très doué, il avait un sens musical et artistique aussi. Oui, mais je pense que aussi, c'était par observation. Oui. Ses parents étaient dans le show business. Sa mère était chanteuse, danseuse. Son père était un danseur aussi, comique, de variété. Alors, tout petit, il était en coulisses. Il regardait ses parents travailler. Et il a commencé très jeune, sur scène aussi. Donc, il allait faire une petite danse et les gens lui lançaient des sous pendant l'entracte ou quelque chose comme ça. Donc, il a appris rapidement à charmer, en fait, pour avoir plus de sous. Ce que les gens dans le Vieux-Montréal font aussi quand ils charment les gens pour que les gens leur lancent des sous. Donc, il a appris comment amener les choses. Probablement que c'est essai-erreur. Hein? Une première fois, on essaie un gag, il ne fonctionne pas. On dit, OK, c'est un temps de trop ou un temps de moins passé. On équilibre, on essaie de doser notre gag, et quand il fonctionne, tu ne touches plus, parce que c'est là, il y a comme un équilibre qui est atteint. C'est la bonne formule mathématique pour le gag. On ne touche plus ensuite à ce gag-là. Le toucher, c'est de le détruire, en fait. Et ça, il y a personne... On n'a pas réussi à trouver de formule mathématique pour dire quelle est la formule pour faire un gag qui fonctionne toujours. Il n'y en a pas, mais c'est essai-erreur. Ouais. Le commentaire social aussi était très présent dans ces films. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rejoint, ça? Vous disiez tout à l'heure être issu quand même de mouvements... Lui, il le décriait. Hein? Il disait que je suis un poète, je suis un poète, je ne suis pas du tout une machine politique ou tout ça. Mais il s'inspirait de la réalité. Son personnage, c'était un vagabond. C'était pendant la crise. Alors, c'était ce qu'on appelle des hobos, les homeless boys. Un tramp. Et c'est un type de clown, ça, le tramp. Donc, s'inspirait de la réalité, de ce qu'il vivait, de ce qu'il voyait. Mais lui ne voulait pas en faire un pamphlet. C'était pas un pamphlétaire, contrairement peut-être à d'autres qui étaient beaucoup plus politiques. Lui, il ne voulait pas trop s'en mêler. D'ailleurs, il en a subi beaucoup de conséquences. Même s'il ne voulait pas s'en mêler, la politique est venue vers lui. Il était même mis à la porte des États-Unis. Tout à fait. Alors, la politique le reprenait tout le temps.
Moi, au contraire, c'est que j'étais, dans les années 70, c'était très politique. J'étais dans les mouvements de gauche. Et pour moi, c'était important de dire quelque chose. Alors, mes numéros avaient toujours un sens. Je cherchais des gags, que des gags. Mais je cherchais des sens. C'est du théâtre politique. J'ai fait partie du théâtre parmi nous pendant quelques années. À ce moment-là, c'était du théâtre très revendicateur, tout ça. Le théâtre, eux, m'ont inspiré beaucoup. Ils faisaient du clown, mais du clown très brechtien et très, très politique. Alors moi, j'ai essayé de faire entre les deux. Et donc, j'avais des numéros qui étaient très social ou politique. J'avais d'autres numéros qui étaient carrément juste du comique de situation. Et comme je faisais aussi beaucoup de tournées un peu partout à l'étranger, je me laissais inspirer par les situations là-bas. Et je savais pas, j'avais pas conscience que certains de mes numéros que je faisais ici, qui avaient une petite allure politico-comique, que là-bas, ça avait un impact énorme. Quand je suis allé au Chili, je suis arrivé 10 jours après le départ de Pinochet. Alors, il y avait encore une tension sociale et il y avait de l'armée partout. Les gens avaient peur de ce qui était pour se passer. Moi, je fais un numéro contre l'armée. Ici, c'était juste pour contrer l'armée quand elle allait dans des polyvalentes avec des kiosques pour engager les gens dans l'armée. Moi, je voulais juste contrer ça. C'était une petite contre-publicité contre l'armée canadienne. Mais là-bas, ça avait un impact énorme. Je leur disais, c'est des fascistes et tout ça. Et les gens donc, un peu comme Chaplin, en fait, je n'étais pas conscient des portées toujours. On n'est pas toujours conscient des portées qu'on suscite. Yves Dagenet, c'est un véritable travail de moine que vous avez entrepris près de 20 ans pour réaliser ce livre que vous nous apportez, Le Petit Auguste alphabétique, donc une somme, une référence finalement que vous nous présentez. Oui. Donc, vous êtes lancé dans cette aventure. Bien, j'en suis très fier parce que, ça n'existe pas. Donc, c'est le premier dictionnaire universel de clown. Et je l'ai fait pour mes élèves, en fait, à l'École nationale de cirque. Je me percevais qu'ils savaient très peu de choses de l'art clownesque, des artistes clowns avant eux. Alors, ils faisaient des gags, ils faisaient des numéros en disant « Je viens de créer, inventer quelque chose de nouveau. » J'ai dit « Non, il y en a un qui a fait ça avant toi. » Alors, j'ai commencé à prendre de l'information un peu partout. Et je me suis aperçu que c'était assez difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres sur les clowns, sur l'art clownesque. Il y a beaucoup de livres sur le théâtre, sur la danse. Effectivement. La grande raison, la raison principale, c'est que les clowns étaient analphabètes pour la plupart. C'est des anciens artistes de cirque, athlètes, qui, à 35-40 ans, blessés, plus vieux, devenaient clowns. Alors, on ne commençait pas clown, on finissait clown au cirque. C'était comme une déchéance. Donc, il a fallu que je glane des informations un peu partout dans les livres de cirque, des programmes de 1780, 1800 avec des gants blancs. Je regardais dans des collections privées et tout ça. Ça a été un travail de moine, mais en même temps, pour moi, je trouvais ça très nourrissant pour moi. Et maintenant, j'essaie de passer cette information-là à de plus jeunes. C'est une véritable mémoire collective, finalement, que vous offrez. Oui. Bien, avec mes humbles moyens aussi, je faisais ça le soir en tournée. J'étais toujours là-dedans en tournée, j'amenais des livres. Et là, je glanais les informations, je les répartissais dans des fichiers, un genre Cardex, mais sur ordinateur. Et ça donnait une somme impressionnante d'informations que j'ai tranquillement produites. Il y a près de 3000. 3101 clowns, artistes clowns. J'ai toujours artiste clown, parce que clown, ça porte à préjudice ou on a plein de préjugés. Oui, bien sûr. Quand on dit clown, c'est les clowns ou les clowns à ballon. Alors que non, c'est vraiment un art noble qui a été pratiqué par des grands humanistes. Je pense au Fratellini, par exemple, qui, même avant Dr. Clown, allait constamment dans des hôpitaux ou pendant les guerres, aller voir les blessés de guerre, tout ça, de façon humaine. Là. Alors, pour moi, je trouvais ça très inspirant et j'espère que les jeunes vont trouver ça inspirant de dire, regardez tous ceux qui ont passé avant vous. Bien sûr. Ça contribue finalement à redonner ces lettres de noblesse à ce métier. Oui, en toute humilité, bien sûr. Puis... Yves Dagenet, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci beaucoup.